Donc voilà, on arrive à la fin de ces de journées, enfin une journée et demie assez dense, et donc je vais essayer de tirer quelques mots de conclusion. Donc j'ai pris des notes pendant les deux jours, et donc je vais essayer de résumer ce que moi j'ai retenu de ces journées. Alors, je vais illustrer aussi avec deux, trois dessins que j'avais, qui avaient été faits par un dessinateur sur le plateau de France 3. Un jour, j'avais été interviewé sur ces questions de bien-être avec d'autres partenaires. Alors ça, c'était avant le LIT, hein, problème de bien-être des animaux, manifeste. Et puis, on espère que après le LIT, on aura quelque chose d'un petit peu mieux, et les animaux seront mieux dans leur peau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces journées du LIT? Ça a été des journées denses, hein, une bonne vingtaine d'exposés, même 22, apportant une masse d'informations, des illustrations nombreuses dans les différentes filières, à différents maillons des filières, donc c'était très riche. Les exposés ont tous été, vous l'avez remarqué, de très haute qualité, très didactiques. Peut-être qu'on aurait pu avoir un peu plus de temps pour les discussions, mais en tout cas, c'était très clair. Moi, j'ai bien aimé les exposés qui parfois mélangeaient, enfin, associaient la parole d'experts et la parole d'éleveurs ou de praticiens sur le terrain, techniciens de coopératives ou autres. Je trouve que c'est très riche parce que ça amène deux éclairages un petit peu différents sur une même question, et ça permet de prendre le pouls finalement de différents acteurs. Alors les journées ont abordé les différents types de leviers, hein, les leviers, on va dire, qu'on en a plus l'habitude de manipuler, biotechniques, qui ont été largement évoqués hier, des leviers organisationnels avec quelques exemples d'initiatives. On a vu par exemple sur les lapins hier, et puis on a vu ce matin d'autres leviers, ce qui sont les leviers des politiques, hein, des politiques publiques qui relèvent de la puissance publique, et puis ces leviers qui sont liés aux entreprises elles-mêmes dans leur démarche RSE qui se généralisent et qui sont des voies de progrès. Il y a donc plusieurs voies de progrès, il faut les faire fonctionner toutes ensemble de façon la plus coordonnée possible, tant qu'à faire. Bon, alors les journées ont été aussi très conviviales, hein, bien organisées, super bien organisées même, je dirais. Ça, c'est devenu une habitude, et je crois que tout le monde a bien apprécié les moments de partage, et donc je voudrais remercier toute l'équipe qui a travaillé à l'organisation de ces journées, et je pense qu'on peut les applaudir. Alors, sur les leçons que je tire de ces journées, alors bon, ça c'est ma vision des choses. Je pense que vous avez peut-être retiré d'autres informations de ces journées. Je vais le faire en 8 ou 9 points. Le premier, c'est effectivement, enfin, ça a été rappelé hier matin, on n'est pas forcément en élevage, enfin, même si c'était un peu plus encourageant sur la filière porc tout de suite, on n'est pas dans une période très favorable pour l'élevage, hein. Vincent nous a rappelé hier que l'élevage perdait des parts en ce moment, et c'est quand même décroche, comme il dit, et c'est quand même un point important. C'est pas forcément favorable pour engager des évolutions dans d'autres secteurs qui sont pas purement la compétitivité économique. Et pourtant, faut le faire. Pourtant, faut le faire parce que les enjeux autour du bien-être sont très importants. On peut rappeler ici le stress des animaux, les douleurs liées à certaines conduites, à des modes de vie artificiels, la non-valeur de certains animaux dans certaines filières, etc., etc., les conditions de transport et parfois encore d'abattage des animaux. Donc, tous ces sujets ont été bien abordés. Le LIT, il est vraiment là pour les aborder et faire progresser l'ensemble des acteurs en même temps, avec des démarches de co-construction où on se met ensemble autour d'une table pour décréter qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire et où on doit arriver. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important, parce que ces enjeux sont nombreux, il faut aussi peut-être les hiérarchiser à certains moments. Donc, le deuxième point qui m'a marqué, alors bon, je l'avais en tête avant, mais c'est quand même bien ressorti dans les exposés, c'est que contrairement à il y a, on va dire, une petite dizaine d'années où les travaux de chercheurs comme moi, à l'époque, c'était pour améliorer l'efficacité, l'efficience productive des systèmes d'élevage,
peut dire qu'on y est arrivé, mais on a créé des trade-offs à côté sur l'environnement, sur le bien-être, justement. Aujourd'hui, on est dans une démarche qui est un peu différente et finalement, pratiquement toutes les solutions qui ont été évoquées, c'est toutes des solutions qui conduisent à peu ou prou une augmentation des coûts de production ou à une baisse un peu de l'efficience de la production. Donc ça, c'est quand même un point, c'est même assez majeur. Et donc, derrière, il faut revoir comment on peut recréer de la valeur là-dessus. Donc, on a eu des discussions, des exposés sur le consentement à payer du citoyen, qui est assez fort, finalement, sur le bien-être animal, sauf que le consommateur, il ne suit pas toujours le citoyen derrière dans ses choix. Donc, le consentement à payer, c'est bien, mais il faut aller au-delà. Et puis, on a même vu que même si on a un étiquetage sur le bien-être animal, ce n'est pas toujours bien compris, les gens ne le prennent pas toujours bien en compte, etc. Donc, c'est compliqué. Alors, il y a peut-être aussi un autre point qui a été mentionné dans les journées, c'est que les systèmes peuvent aussi évoluer pour le bien-être animal parce que ça répond à la demande même de l'éleveur, à sa philosophie de vie. Et ça, moi, je crois beaucoup aussi à l'arrivée d'une nouvelle génération d'éleveurs qui va percevoir le monde de façon un petit peu différente et s'engager dans des voies peut-être un peu plus alternatives à certains moments. Et puis, on a vu aussi des exemples d'éleveurs qui étaient déjà en place, mais qui changent leur système parce qu'ils ont compris où ils voulaient évoluer dans leur pratique. Le troisième point que je voudrais mentionner, c'est qu'on n'a pas vu de solution parfaite, hein. Alors déjà, j'ai dit l'antagonisme entre recherche de bien-être et puis efficience productive, et donc économie un peu derrière. On a vu qu'il y avait, parfois il y a quand même des synergies positives, mais parfois il y a quand même des aspects un peu négatifs, ou en tout cas des incertitudes sur d'autres performances. Alors, entre bien-être et environnement, on en a vu quelques exemples. Entre bien-être et conditions de travail de l'éleveur, parfois ça peut conduire à augmenter la charge de travail. Et puis bien-être et santé. Souvent on nous dit mettre les animaux dehors, c'est très bien pour le bien-être, sauf que ça parfois les soumet à d'autres risques de santé. Et puis pour l'éleveur, je l'ai dit, hein, c'est qu'il ne faut pas retourner la situation. En faisant du bien-être animal, on crée des problèmes de conditions de travail de l'éleveur. Donc, il y a nécessité de bien analyser toutes les conséquences d'une évolution des pratiques qui sont mises en œuvre pour améliorer le bien-être. Et de ce point de vue-là, je trouve que le développement par les instituts d'outils d'évaluation multicritères, et ça a été redit ce matin, le multicritère, c'est quelque chose d'important, ça permet de bien anticiper les effets à court et moyen terme sur les différentes performances du système d'élevage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à encourager et à mettre très vite en pratique, parce que ça aidera à prendre les bonnes décisions et à faire les compromis qui sont à faire, parce qu'on ne pourra pas... ça a été dit plusieurs fois dans la matinée et même hier, il y a toujours des compromis à trouver entre les différents enjeux. Et puis, pour vous loger, si vous construisez votre appartement ou votre maison, déjà c'est deux types de logements très différents, tels que vous le souhaitez dans vos rêves, et puis quand vous voyez ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez en poche et ce que la banque peut vous donner, vous revoyez un peu les ambitions. Donc c'est toujours ce problème d'équilibre entre ce qui est le mieux et ce qui est réaliste qu'il faut faire. Quatrième, cinquième point, je pense, c'est le lien entre l'éleveur et ses animaux. Ça reste un point central du bien-être animal et bien sûr du bien-être de l'éleveur. Alors c'est assez évident, mais je pense que c'est quand même bien de le rappeler. Alors ça a bien été illustré hier par l'éleveuse, hein, Audrey Besançon, avec ses poulets. Et d'ailleurs, ça m'amène une remarque. C'est que finalement, pendant ces journées, alors c'est le fruit du hasard sûrement, mais on n'a pas eu beaucoup d'exposés, on n'en a même pas eu sur les nouvelles technologies du numérique qui peuvent apporter beaucoup quand même sur ces questions de bien-être par un suivi, un monitoring précis des animaux, mais qui peuvent
outils qui peuvent aussi avoir, alors ça a été dit rapidement ce matin, qui peuvent avoir aussi des contre-effets parce que c'est peut-être trop d'alerte pour l'éleveur, etc. Donc, je pense que ces outils-là sont vraiment aussi une des clés de voûte de l'amélioration des pratiques et du bien-être des animaux, mais elles sont à utiliser à bon escient et il ne faut pas se réfugier derrière ces pratiques pour imaginer qu'on va pouvoir comme ça améliorer le bien-être dans des troupeaux de taille très 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 grande. On vient de publier dans le métaprogramme, enfin on vient de publier, en tout cas ça vient d'être accepté, un papier, un peu un vision paper sur bien-être et santé des animaux dans le cadre du métaprogramme Samba à l'INRA, où on s'est posé un peu cette question, jusqu'où ces outils de numérique peuvent nous aider pour gérer des grands troupeaux. Les grands troupeaux étant, pouvant aller jusqu'à, chez nous, enfin des vaches, des troupeaux par exemple en bovin de 2-3 000 vaches, comme il y a parfois en Europe, enfin en Allemagne ou dans d'autres pays, et puis sans parler des troupeaux en Chine ou en Amérique. Alors, donc ça, je pense que c'est un point important de bien trouver la bonne et juste place du numérique. C'est très utile, mais il faut qu'on lui trouve sa bonne place. Le sixième point, c'est on a rapidement évoqué pendant ces journées des variables de forçage qui viennent dans nos systèmes, ils vont les déformer et qu'on ne maîtrise pas. C'est le changement climatique. J'ai été particulièrement frappé de la courbe montrant le nombre de jours où on ne pourrait plus transporter les animaux du fait de chaleur trop élevée. Ça pose quand même des questions au bout du compte sur l'organisation des filières. Et ce matin, on a eu un témoignage vraiment très intéressant sur le maintien d'abattoirs de proximité. Voilà, ça on s'y retrouve là. Enfin, c'est un point important, sans compter que le changement climatique va aussi affecter le bien-être des animaux pendant les phases d'élevage, et ça va poser. Il va y avoir des adaptations à faire aussi bien au pâturage pour les bovins que dans les bâtiments pour des bovins et les monogastriques. Alors, au-delà de ces seuls résultats biotechniques, et Dieu sait si on en a vu, il y en a des nombreux au niveau du LIT, il faut mentionner, je mentionnerai bien aussi les apports pour la méthodologie de conception des innovations. On a eu deux beaux exemples de réalisation finalement. Il y a eu l'exposé sur la mise en place des logements pour lapins, là, qui, je trouve, a été très instructif. C'était fait pour le lapin, mais il y a sûrement des idées à reprendre pour d'autres filières qui ont aussi des animaux encore un peu en contention. Et puis, il y a l'autre volet qui a été exposé par Morgane là, sur les réflexions de groupe pour la visualisation en 3D des bâtiments. Là, dans le cube, je pense que tout le monde s'est immergé dans le cube. Et la question qu'on peut se poser derrière ça, c'est vraiment un bel outil, mais comment on va au-delà de la fiction et comment on arrive à... Est-ce qu'on arriverait à tester certains de ces modèles qui sont pour l'instant en visio 3D dans la vraie vie, quoi, et comment ça pourrait se faire. Avant-dernier point, je pense que c'est sur le rôle des politiques publiques. Alors, je ne vais pas réinsister parce que Hervé l'a bien exposé ce matin, que le bien-être, c'est un bien public global qui relève des faits aussi externes, au même titre que l'environnement. Il doit donc être géré par des outils dont la PAC. La question, c'est bien derrière ça, toujours, c'est où, enfin ce que disait un peu Christian hier finalement, c'est où le point d'arrivée, c'est quoi l'objectif et qu'est-ce qu'on se donne comme moyen et comme étape pour y arriver. Alors aujourd'hui l'Europe est dotée d'un certain nombre de normes finalement, mais on a bien vu hier avec l'exposé de Nikita que ces normes étaient quand même très en deçà de ce qu'il faudrait et en tout cas ne répondent plus à la connaissance qu'on a de la biologie, de la physiologie, de l'éthologie des animaux d'aujourd'hui. Donc il faut que ça évolue. Bon, alors après pour des raisons diverses et variées, ce qui était en cours par la Commission ne va pas voir le jour comme c'était prévu fin de cette année. Bon, on verra quand est-ce que ça verra le jour. Et puis on voit que ces politiques publiques peuvent aussi être développées de façon vertueuse à l'échelon local. Avec la communauté de Kerbrez, on vient de voir ça ce matin. Alors évidemment, dans ces politiques publiques, il ne faut évidemment pas vouloir aller trop loin, trop vite. Ça a été l'exposé de Christine Roguet hier sur le cas de l'Allemagne, où à force de vouloir aller très loin et très vite, finalement, on cause des problèmes avec un effondrement du nombre d'élevages.
Alors, juste pour finir, on a aussi parlé des modalités d'innovation et on a eu tendance hier soir à opposer ce qu'on appelle l'innovation incrémentielle pas à pas et l'innovation de rupture ou disruptive. Je ne sais pas s'il faut les opposer, ces deux modes, parce qu'en fait, on est dans des registres, enfin, on est dans des registres un peu différents. Le disruptif, c'est vraiment, on va vraiment à côté d'où on est aujourd'hui et on va assez loin. Mais ça ne dit pas à quelle vitesse on y va. Le pas à pas, c'est de la temporalité. On y va avec des petits pas ou des grands pas, avec des jalons, enfin, éventuellement, qu'on pourrait dire. Donc, je pense que les systèmes très disruptifs, on peut y aller pas à pas. Donc, moi, je n'opposerais pas ces deux modes. Ces deux modes, c'est simplement ce qu'il faut vraiment, c'est de dire où est-ce qu'on veut être dans 10 ans ou dans 20 ans et comment on y va, quoi. Je pense que c'est ça qui est important. Après, le vocabulaire, peu importe. Mais il faut vraiment se mettre d'accord sur où on veut aller et comment on y va. Et ça, le LEET, il a un rôle très important à jouer dans ce cadre-là. Voilà ce que je voulais dire. Alors, évidemment, les progrès sur les bâtiments, ça nous évitera ça.